Bonjour, je suis Nadège, je suis co-autrice du livre Les incroyables vertus des smoothies verts, le premier livre en français sur ces formidables boissons vertes. Aujourd'hui, je ne vais exceptionnellement pas vous parler de smoothies verts, malgré tout, mais ça a quand même un rapport. Je vais vous faire une vidéo sur le matériel que je recommande quand on veut débuter dans l'alimentation vivante, crue, végétalienne. Parce que c'est une question qu'on me pose souvent d'abord, et puis parce que rien ne me désole plus que de voir des personnes qui dépensent beaucoup d'argent dans du matériel qui finira dans un placard et qui n'en sortira soit plus jamais, soit très rarement. Donc on va faire un petit topo sur ce qui peut être intéressant pour vous. Alors déjà, je vois très souvent des commentaires ou des articles sur le fait que l'alimentation vivante coûte cher, et particulièrement le fait qu'il faut acheter du matériel onéreux. Alors, je ne suis absolument pas d'accord, parce que finalement, une cuisine, disons une cuisine où vous allez cuisiner cru, est censée représenter ce que vous mangez. Donc en fait, c'est un peu comme une cuisine où vous faites de la cuisine cuite. Si vous allez visiter plusieurs cuisines, vous ne trouverez pas le même type d'ustensiles. Tout va dépendre de votre façon justement de cuisiner. Il y a des cuisines où vous allez avoir très peu de matériel, et des cuisines où les gens sont passionnés de cuisine et donc ils vont avoir plein d'électroménagers. Pour l'alimentation vivante, en fait, c'est la même chose. Il faut bien garder ça en tête. Et donc tout le matériel que l'on peut vous vanter n'est absolument pas indispensable. Donc à la base, il faut bien connaître ses besoins. Alors évidemment, quand on commence dans quelque chose de nouveau, on n'a aucune idée de ce que seront nos besoins. Alors mes premières astuces déjà, pour avoir une petite idée, c'est déjà de savoir si vous passez du temps en cuisine. Si déjà vous ne cuisinez pas la cuisine classique, on va dire traditionnelle, que vous n'aimez pas passer du temps en cuisine, il faut vous dire que quand vous allez passer à l'alimentation vivante, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'au départ, vous aurez peut-être la motivation, effectivement, quand c'est nouveau. Voilà, moi la première, quand je découvre, je suis à fond dedans et c'est très bien. Mais sur le long terme, ça ne dure jamais. C'est rarissime. Donc si déjà vous ne cuisinez pas, vous n'aimez pas passer du temps à préparer vos repas, vous n'en passerez pas davantage en mangeant cru. Ça déjà c'est clair. Parce qu'en alimentation vivante, vous pouvez passer très peu de temps à vous faire à manger. Il y a des choses qui sont que l'on prépare très rapidement, et moi c'est plutôt ça que je mets en avant. C'est pour pouvoir intégrer très facilement l'alimentation vivante dans votre quotidien. D'abord parce que c'est un changement, et puis simplement parce que la vie moderne, elle est faite de telle sorte que on a de nombreuses occupations. Donc ce que vous trouvez généralement sur mon site, c'est des recettes très simples, très rapides, mais cela dit, très agréables, très gourmandes, voilà, agréables à manger quand même. C'est pas juste une salade verte et un bâton de carotte. Sur Holistic, mon objectif, c'est vraiment ça. Et donc vous ne trouverez que des recettes cuites, mi-crues ou complètement cuites, mais saines, sans gluten et tout ça, qui sont très rapides à faire et très faciles à faire. Voilà, mais très saines. Si vous cherchez à faire de la cuisine très élaborée, vous pouvez aussi. C'est comme en cuisine classique, c'est la même chose, mais forcément vous allez y passer plus de temps. Voilà. Pensez bien, est-ce que j'aime cuisiner? Est-ce que j'aime passer du temps dans ma cuisine? Est-ce que j'ai la possibilité aussi de passer du temps dans ma cuisine au quotidien, tous les jours, pour me faire à manger ou pour faire à manger à ma famille? Ça fait 20 ans maintenant que je m'intéresse à cette alimentation. Ça fait 20 ans que j'ai découvert cette alimentation via un fantastique livre qui n'existe plus, mais enfin peut-être d'occasion, mais qui était formidable. Et bon, je m'y suis pas mis il y a 20 ans, je m'y suis mis un peu plus tard, et ça s'est fait progressivement. Mais je vois bien, voilà, que quand c'est tout nouveau, tout beau, on est à fond et on peut acheter beaucoup de matériel, et ça je l'ai vu autour de moi assez souvent. Clairement, dans une cuisine classique, avec une alimentation classique, vous allez avoir finalement pas mal de matériel. Mais là c'est pareil, tout dépend de comment vous mangez. Certaines personnes vont avoir un grille-pain, c'est pas du tout indispensable pour manger du pain. Certaines personnes vont avoir une bouilloire,
D'autres vont simplement faire chauffer sur leur cuisinière de l'eau. Certaines personnes vont avoir un four. Alors des fours, il y en a plein, des très élaborés. Si vous cuisinez beaucoup, bah, vous allez avoir un super four avec qui a plein d'options. Vous pouvez avoir un four très simple, pas très cher et qui vous suffira largement parce que vous n'avez pas envie de faire des choses compliquées. Vous n'aimez pas ça, vous n'avez pas le temps, enfin voilà. Vous pouvez avoir un robot ménager plus ou moins élaboré aussi, il y a des tout petits robots ménagers très simples, il y en a des avec plein de fonctions. Vous pouvez avoir un mixeur plongeant, vous pouvez avoir un Thermomix, ça c'est un gros appareil voilà, qui est très, très à la mode. Vous pouvez avoir une cafetière, vous pouvez avoir un gaufrier pour faire des croque-monsieur, des gaufres. Vous pouvez avoir un batteur électrique, enfin finalement, parce que je me souviens d'un article que j'avais lu donc il y a longtemps maintenant, une bonne dizaine d'années, sur justement ce problème du matériel quand on passait à l'alimentation vivante et que j'avais pas du tout été d'accord avec cet article. Voilà, il mettait en avant tout le matériel que l'on trouve en alimentation vivante, mais sans le comparer avec le matériel que, à l'heure actuelle, en tout cas dans nos pays dits civilisés, beaucoup de gens ont. Si vous mettez tout bout à bout, vous vous retrouvez avec une certaine somme finalement, mais vous n'allez pas forcément acheter tout d'un coup. Vous allez acheter un grille-pain parce que vous avez envie de manger tous les jours du pain grillé. Voilà, pas une fois dans l'année, généralement c'est ça. Donc, pour l'alimentation vivante, c'est exactement la même chose. Pour commencer, honnêtement, vous n'avez besoin que d'une planche à découper et de bons couteaux. Avec ça, déjà, vous pouvez manger cru. Vous n'avez pas besoin de plus. Vous auriez même presque pas besoin de la planche à découper, dans l'absolu. Mais bon, on va rester moderne, des bons couteaux. Ça, on peut en trouver pour un prix tout à fait raisonnable et peut-être que vous avez déjà ça chez vous. Ensuite, ce dont vous pouvez avoir besoin, c'est une râpe, une bonne râpe. Alors peut-être vous l'avez déjà, peut-être vous ne l'avez pas. Alors ça peut être une râpe à main, tout simplement. Il existe des râpes en forme de cône. Après, si vous voulez vous simplifier la vie, la râpe, elle est souvent intégrée dans un robot ménager. Je ne sais pas si vous le voyez bien là, le robot ménager. Voilà, un robot ménager, il y en a des tout petits, ça c'est un assez gros que j'ai pas eu tout de suite. Voilà, c'est parce que maintenant je trouve qu'il est adapté à la cuisine que je fais. Les robots ménagers sont très bien parce qu'on peut faire plein de choses avec. Mais si vous n'avez pas le budget, vous pouvez très bien vous contenter d'une râpe à main. Voilà, si vous ne mangez pas souvent des légumes râpés par exemple. La base, ce serait, si vous voulez vraiment manger sain et du vert, parce que ça j'insiste dessus, mais pour moi une alimentation vivante doit être saine, doit être très riche en verdure, eh bien vous allez avoir besoin d'un évier. Voilà, d'eau pour nettoyer vos verdures et vos légumes et vos fruits, d'une planche à découper, de couteaux et d'une essoreuse à salade. Alors ça, par contre, ce serait le premier investissement à faire et ça va pas vous ruiner. D'expérience, je vous conseille une essoreuse à salade qui a ce type de, de système d'essorage, parce qu'avant j'avais une essoreuse à main, mais je peux vous dire que j'en ai vite eu marre. Ça va très très vite et c'est très efficace et c'est beaucoup moins fatigant. Grand modèle, hein, parce que la verdure ça prend de la place, voilà. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, parce qu'effectivement là c'est vraiment que la base, le premier matériel un peu plus cher, qui va vous permettre de faire énormément de choses, dans lequel je vous conseille d'investir, c'est un blender. Alors je sais, la majorité des gens qui viennent à l'alimentation vivante, ils viennent par le biais des jus et donc des extracteurs de jus. Mais pour donc être dans l'alimentation vivante depuis 12-15 ans maintenant, à fond on va dire, même si j'ai découvert bien avant ça, d'expérience, j'ai vu énormément de gens qui avaient investi dans un extracteur de jus et qui au final se rendent compte que ça revient cher. Ça ne remet pas en cause la valeur des jus, hein, pas du tout, là on parle que du matériel, mais qui se rendent compte que ça, d'abord c'est un investissement, un extracteur de jus, un bon extracteur de jus, ça a quand même un certain coût, hein, déjà à la base. Et puis surtout, ça prend beaucoup de temps et ça revient cher en termes d'ingrédients. Vous avez besoin de beaucoup d'ingrédients pour faire un verre de jus. Donc si vous êtes seul, ça peut aller, mais si vous commencez à faire des jus pour votre compagnon, votre compagne, vos enfants, enfin voilà, c'est un budget. Ça, c'est indéniable.
quelle que soit la valeur des jus, de faire des jus tous les jours, c'est un budget assez conséquent et qui peut être compliqué en plus si on n'a pas accès, si on n'a pas de jardin. Quand on a un jardin, un potager, là le problème se pose même plus, je dirais. Mais sinon, en ville, vous n'avez pas de jardin, voilà, vous devez vous procurer des végétaux de qualité facilement, et ben ça a un certain coût. Voilà. Et ça, je le vois, je l'ai entendu tellement souvent que c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Beaucoup de gens viennent à cette alimentation avec les extracteurs de jus, et l'extracteur de jus, eh bien, relativement rapidement, très souvent, il sert de moins en moins souvent, voire plus du tout. Et donc on le sort, voilà, 1 ou 2 fois dans l'année parce qu'on a beaucoup de fruits en été, voilà, pour se faire plaisir. Et donc je trouve ça dommage d'avoir investi autant dans quelque chose qui ne sert pas beaucoup. Alors, si vous faites des jus tous les jours et que vous investissez pour votre santé, parce que vous avez un problème de santé et vous allez vraiment faire des jus tous les jours, vous avez le budget, vous avez le temps aussi, parce que les extracteurs de jus, faire du jus, ça demande de toute façon plus de temps que les smoothies, quel que soit l'extracteur de jus. La machine prend du temps à nettoyer, quoi qu'on dise, c'est clair, ça prend plus de temps. Donc si vous avez le temps, vous avez le budget, vous avez la motivation, tout ça, c'est parfait, faites des jus, investissez dans un extracteur de jus, ce sera très bien. Si ça ne semble pas convenir à votre projet ou que vous ne vous sentez pas assez motivé, voilà, eh bien à ce moment-là, moi le premier gros investissement que je vous conseille, c'est un blender. Et c'est pas parce que je suis fan des smoothies verts que je vous dis ça. C'est parce que vraiment, vous pouvez faire énormément de choses avec un blender et dont des jus d'ailleurs, hein, même si, ok, ils vont être de qualité un petit peu moins bonne que si vous le faites avec un extracteur de jus, on est d'accord. Mais ça vous permet quand même au moins de vous mettre le pied à l'étrier et de voir après si finalement ça vaut le coup d'investir dans un extracteur de jus. C'est mon opinion, hein. Voilà, et c'est mon expérience et c'est ce que je vois assez souvent autour de moi. Donc, si vous devez investir dans quelque chose d'un petit peu coûteux, à ce moment-là, c'est vraiment le blender que je vous conseille en premier. Alors, des blenders, vous avez un petit peu plus de choix que les extracteurs au niveau du prix. Vous avez de très bons blenders qui commencent à peu près 50 €. Vous avez quelque chose d'excellent. Là, par exemple, moi, j'ai un BioChef. Alors, celui-ci n'est plus commercialisé, mais vous avez d'autres marques qui font des petits blenders comme ça pour 50 € et qui sont, alors faites attention, hein, il y a aussi des blenders à 50 € qui valent rien, on est d'accord. Ça c'est ce que je partage justement sur Holistic Club, c'est mes recommandations de matériel, voilà, détaillé, ça vous trouvez ça sur Holistic Club. Maintenant, donc le BioChef, c'est ce dans quoi j'ai investi, donc pour une 50aine d'euros. C'est très pratique parce que ça prend pas de place. Voilà. Si vous débutez, je trouve ça génial parce qu'un gros blender, bon, quand on débute, c'est pareil, c'est un investissement et finalement, est-ce qu'on va s'en servir sur le long terme? Peut-être pas. Un petit blender comme ça vous servira même si vous décidez d'arrêter de manger cru. Vous pouvez faire tellement de choses avec. Moi, je fais pratiquement toutes mes sauces salades avec ce petit blender parce qu'il a des petits bols et ça vous trouvez des petits justement blender avec des petits contenants, ce que vous ne pouvez pas faire avec des gros blenders. Un petit blender, ça a aussi l'avantage de prendre peu de place, donc parfois on a des petites cuisines, de pouvoir donc être rangé facilement et de pouvoir être emmené aussi facilement. Moi, je l'emmène très souvent quand je m'en vais en vacances, en déplacement. Je le trouve extrêmement pratique. Je ne pourrais pas le faire avec mon gros blender. Il est bien trop lourd. Même en train, je l'emmène, mon blender. Voilà. Et donc, un blender, vous pouvez faire les smoothies verts, bien évidemment, qui sont extrêmement nutritifs, extrêmement sains, qui vous apportent absolument tout ce dont vous avez besoin pour une santé optimale. Bon, je ne vais pas refaire le topo sur les smoothies verts parce que ça, vous le voyez dans mes autres vidéos. Bon, c'est la première chose que vous pouvez faire avec un blender, mais vous pouvez faire des soupes crues excellentes, vous pouvez faire donc plein de sauces, vous pouvez faire des glaces aussi avec des fruits congelés, et donc vous pouvez faire des jus en mixant des verdures, des légumes avec un minimum d'eau. Vous mixez bien et vous passez le tout dans une étamine, un linge très propre bien sûr, très, très fin, et vous pressez comme vous feriez avec un lait végétal. Et avec un blender, vous pouvez faire du lait végétal aussi maison, très rapidement. Donc voilà, si vous devez investir
dans quelque chose, mon opinion, c'est de commencer par un blender. Commencez par un petit. Si vous êtes très motivé ou vous êtes nombreux, vous pouvez investir dans un blender plus grand. Il en existe aussi à différents tarifs. Généralement, les blenders de moyenne gamme, qui, quand je dis moyen, ils peuvent être tout à fait satisfaisants. Hein. J'en ai eu plein des blenders, donc j'ai pu en tester beaucoup. Généralement, entre 150 et 400 euros. Voilà, c'est grosso modo le prix constaté pour des blenders de moyenne gamme, parce qu'après, vous avez des blenders de gamme vraiment haut de gamme, qui sont pour l'instant tenus par les marques Blendtec et Vitamix. Bon, là, vous avez bien sûr la Rolls-Royce, donc le prix va avec aussi. C'est un investissement, donc c'est pas forcément ceux-là que je vous conseillerais d'acheter en premier si vous débutez complètement, pour avoir le temps de se familiariser et de savoir ce qui vous convient, ce que vous voulez faire en termes de cuisine. Voilà, si vous achetez par exemple un four à pain, enfin une machine à pain, mais que finalement vous mangez pas de pain, voilà, sur le long terme, si vous faites juste parce que là c'est la mode de faire du pain parce qu'il y a le confinement, et puis qu'après vous savez que quand la vie reviendra, normalement d'habitude vous ne faites pas de pain, bon, la machine elle risque de finir au placard. Pensez à ça. Donc blender, voilà, ça c'est le deuxième investissement. Pour en revenir aux robots ménagers, alors ça c'est peut-être déjà quelque chose que vous avez. Si vous n'en avez pas, ça peut être un plus, mais n'investissez pas non plus tout de suite dedans. Je trouve que le blender a quand même plus d'utilité dans l'alimentation vivante. Parce que vous pouvez faire des pâtés. Alors ok, ils auront une texture peut-être un peu plus lisse. Et souvent les pâtés, on aime bien qu'il n'y ait pas trop de texture. Mais vous pouvez faire beaucoup de choses quand même avec des petites astuces avec un blender, vraiment. Maintenant, si vous avez le budget, vous pouvez donc investir dans un robot ménager qui vous permettra de râper, qui vous permettra de faire des fonds de pâte à tarte, par exemple, cru, parce que la texture, voilà, ce sera un peu plus facile de faire ce genre de préparation qu'avec un blender qui mixe très fort, très vite. Les pâtés également, c'est avec un robot ménager que je les fais. Mais c'est vraiment pas le premier achat que je ferai. Donc ça, ce serait éventuellement un deuxième achat. Excusez-moi, je prends mon smoothie de la journée. Matériel intéressant, vous avez les bouteilles isothermes également. Ça peut être intéressant, aussi bien si vous faites des jus, même si les jus idéalement doivent être consommés dans les 20 minutes suivant leur préparation. Mais bon, ça permet de les garder au frais, à l'abri de la lumière, de la chaleur. Ça servira aussi pour vos soupes et vos smoothies. Voilà, ça c'est un petit investissement vraiment minime. Un contenant en inox isotherme, c'est quand même très bien, c'est durable. Ça se casse pas, ça se nettoie parfaitement bien, c'est sain comme matériau. Vous n'avez que des avantages, je trouve, avec une bouteille en inox d'assez grande capacité quand même. Alors donc après, vous pouvez bien sûr investir dans un extracteur de jus si vous avez envie de faire des jus. Mais là, voilà, j'insiste bien sur le fait que réfléchissez à ce que vous allez faire avec votre extracteur. Parce que, ok, généralement, on vous vante le fait qu'avec un extracteur, vous pouvez faire des purées d'oléagineux, vous pouvez faire presque tout ce que ferait un blender. Sauf que pour avoir essayé, honnêtement, c'est faisable, mais ça prend plus de temps. Donc il y a quand même ça à prendre en considération. Et la machine est plus difficile et plus longue, surtout à nettoyer qu'un blender. Un blender, vous pouvez faire des purées d'oléagineux. Et vous pouvez même en faire d'ailleurs avec la plupart du temps, vaut mieux faire avec ça d'ailleurs qu'avec ça. Mais bon, en tout cas un blender, vous le passez sous l'eau, ça y est, c'est terminé. Un extracteur de jus, il faut brosser les grilles. Voilà, il y a plusieurs parties qu'il faut bien nettoyer. Il ne faut pas qu'il reste des fibres et tout ça dedans. Donc non, honnêtement, c'est plus compliqué. Vous pouvez faire des glaces aussi, mais vous pouvez le faire avec le blender et ça vous prendra moins de temps. C'est comme ça. Maintenant, si voilà, vous faites des jus tous les jours, ça peut être plus intéressant effectivement pour vous d'investir dans un extracteur de jus et de faire vos purées d'oléagineux, vos glaces par exemple avec un extracteur de jus et éviter d'acheter un blender en plus. Ça ne vaut peut-être pas la peine pour vous d'acheter aussi un blender. Peut-être qu'avec votre extracteur vous pourrez tout faire. Voilà, il faut vraiment bien réfléchir à ça. Mais le
premier usage d'un extracteur de jus, comme son nom l'indique, c'est de faire des jus. Donc si vous ne faites pas des jus tous les jours, ben moi je trouve que ça vaut pas le coup d'acheter un extracteur de jus en vous disant qu'en plus vous pourrez faire des purées et des glaces et tout ça. J'ai un extracteur de jus, mais je m'en sers vraiment très rarement. Et parce que déjà ça coûte cher de faire des jus, et puis c'est beaucoup plus long. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais pas refaire le topo. Petit montage vidéo parce que j'ai oublié de vous parler de 2 ustensiles qui peuvent être très intéressants et qui ne sont pas chers du tout. Alors le premier, c'est la mandoline, facile à trouver. Alors beaucoup de gens n'aiment pas la mandoline. Moi je n'ai pas de mandoline, enfin c'est une sorte de mandoline mais c'est pas une mandoline classique. C'est un couteau traditionnel vietnamien. En fait ils utilisent ce type de couteau pour éplucher, ils font tout avec en fait. Ils épluchent, ils coupent, ils font des juliennes de légumes. C'est vraiment presque un couteau suisse de la cuisine vietnamienne. Voilà, donc ça s'appelle un kai bao. C'est impossible à trouver à ma connaissance ailleurs qu'au Vietnam. Donc moi j'ai la chance d'en avoir un. J'en ai quelques-uns en réserve si toutefois vous étiez intéressé, il suffirait de me le demander. Donc c'est des kai bao pour droitier. Parce qu'ils existent aussi pour gaucher, parce qu'en fait vous devez éplucher dans ce sens-là. On a déjà montré comment ils s'utilisaient pour certaines recettes. C'est le principe d'une mandoline en fait. Voilà, c'est juste que vous épluchez avec votre légume comme ça. Donc tout ça pour dire que une mandoline c'est très utile pour faire par exemple des lasagnes, pour faire des roulés de légumes. Moi je fais pas souvent de lasagne parce que c'est un plat assez riche et un peu complexe à faire. Mais par contre, des roulés de légumes, j'adore faire ça. Donc, surtout l'été, avec les courgettes, c'est génial, c'est très facile. Et donc, ça vous permet, la mandoline, de faire des tranches très très fines sur des légumes comme ça, longs, ce que vous ne pouvez pas faire avec une machine, un robot ménager qui va faire des tranches, mais pas avec des longs légumes. Ça va être des petites tranches fines, rondes par exemple. Et si vous voulez une longue bande de légumes, il vous faudra une mandoline. Ça marche très bien aussi avec les aubergines marinées. Voilà, donc ça c'est un ustensile qui est vraiment pas cher, facile à trouver et qui vous permet de faire des choses faciles, rapides, très agréables à manger. L'autre appareil donc qui n'est pas non plus très cher, hein, par contre un petit peu plus volumineux, c'est ce qu'on appelle un spiralizer, qui permet de faire, alors je vous montre le mien, il existe différents modèles, il existe des modèles un peu plus petits, un peu plus en hauteur. Bon, moi j'ai celui-là depuis des années, j'en suis très contente. Vous avez aussi mes recommandations sur Holistic toujours, donc ça vous permet de faire des spaghettis notamment. Alors vous avez plusieurs lames qui vous permettent, alors celle-ci elle vous permet de faire des spaghettis, dans le mien donc les lames sont rangées en dessous, ce qui est quand même assez pratique. Là ça permet de faire des spaghettis un petit peu plus gros, et là celle-ci va vous permettre par exemple de faire du chou rouge haché finement. Ça c'est pas mal, plutôt que de le faire à la main. Vous pouvez faire pas mal de choses et ça peut éventuellement vous éviter d'acheter un robot ménager qui sera peut-être trop encombrant ou trop cher pour vous. Et franchement, les spaghettis de légumes, alors moi j'en fais pas énormément, mais c'est quand même quelque chose qui est très facile à faire. J'adore en été avec les courgettes, ça c'est sûr. Ça j'en fais souvent avec les courgettes, mais bien sûr en saison. Mais on peut faire des spaghettis avec plein de choses. Vous pouvez faire avec des patates douces. J'ai des recettes dans mes programmes de spaghettis de patates douces délicieuses. On peut faire avec des pommes de terre. Bon, les pommes de terre c'est moins bon quand c'est cru, je trouve. Vous pouvez faire des spaghettis comme ça change un petit peu. Vous pouvez faire avec pratiquement tous les légumes qui sont relativement gros. Des courges aussi, c'est pareil. Certaines courges, du moins, pas toutes, parce qu'il faut que la forme soit adéquate. Il faudra que je fasse une vidéo d'ailleurs dessus sur les différents légumes que l'on peut passer dans un spiralizer. Et puis donc tout simplement, voilà, vous avancez tout en tournant. C'est vraiment très pratique, très facile et ça ne coûte vraiment pas cher. Voilà, ça c'est un autre ustensile que vous pouvez éventuellement avoir pour varier les plaisirs en alimentation crue. Mais ça n'est bien sûr pas du tout obligatoire. Le dernier appareil qu'on peut vous vanter, qui est aussi intéressant, c'est un déshydrateur. Un déshydrateur, vous pouvez faire beaucoup de choses. Sur Holistic Club, donc, vous avez une rubrique qui est consacrée aussi bien aux extracteurs, aux blenders, qu'aux déshydrateurs et
et au robot ménager, où je vous donne toutes les informations, les pour, le contre, sans a priori, c'est vraiment que mon expérience, parce que tous ont des avantages et des inconvénients. Vous avez donc mes recommandations aussi en termes de matériel, voilà, si vous voulez acheter l'un ou l'autre de ces appareils. Alors, les déshydrateurs, je trouve ça très bien. Moi, j'en ai même deux d'ailleurs, que j'ai pas acquis d'un seul coup. On peut faire plein de choses avec un déshydrateur. C'est franchement le dernier appareil que je vous conseillerais d'acheter. Quoique, ce serait pour moi à mettre sur le même plan que l'extracteur de jus. C'est à voir. C'est-à-dire qu'avec un déshydrateur, donc vous faites bien sûr des aliments déshydratés. Alors ça peut être très intéressant si vous avez un potager, vous avez des arbres fruitiers, c'est absolument génial. Moi honnêtement, mon déshydrateur, je l'utilise beaucoup l'été, assez peu le reste de l'année, parce que je vais déshydrater beaucoup, enfin pas mal de fruits. Mais là c'est pareil, c'est pas une obligation du tout, sachant que les fruits déshydratés, c'est pas non plus l'idéal pour la santé. Dans la nature, vous trouvez pas de fruits déshydratés. Voilà, c'est très concentré en sucre, donc faut faire attention aux dents. Et puis, on n'est pas fait pour manger des aliments déshydratés. C'est bien pour conserver effectivement. Autrefois, pourquoi on faisait sécher les fruits et les légumes, c'était justement pour toujours avoir de la nourriture tout au long de l'année et particulièrement en hiver où il y avait un peu moins de choix, voire même des fois pas du tout. Bon, aujourd'hui, on n'a plus du tout ce problème-là. On est largement bien approvisionné, on n'a pas de soucis, il n'y a pas de famine ou quoi que ce soit, en tout cas chez nous. Il n'y a pas cet aspect si important que ça de déshydrater. On se sert souvent d'un déshydrateur pour voilà, se faire plaisir, notamment pour faire des crackers. J'adore les crackers. Ma maman faisait des crackers absolument divins. J'en ai même jamais mangé d'aussi bon. Je fais des crackers, donc de temps en temps, des chips de choux aussi, c'est un peu les classiques et basiques de l'alimentation vivante. C'est super, sauf que honnêtement, c'est pas quelque chose qu'on doit manger en abondance. On est fait pour manger des fruits et des légumes qui sont donc riches en fibres, bien sûr, et riche en eau aussi. Notre corps est fait à peu près 65% d'eau et le problème des ingrédients, enfin des aliments déshydratés, c'est qu'ils vous déshydratent. Si vous mangez des aliments déshydratés, vous devez boire plus. Donc si vous buvez plus, c'est bien. Si vous buvez pas plus, ça risque de poser des problèmes à long terme. Un déshydrateur intéressant, donc si vous avez un jardin et beaucoup de choses à déshydrater, ça peut être intéressant si vous avez des herbes aussi, beaucoup d'herbes, vous faites des cueillettes sauvages ou vous avez plein d'herbes aromatiques chez vous, là c'est bien parce que ça vous permet eh bien, en saison de les déshydrater, d'en faire de la poudre par exemple et de pouvoir vous en servir tout le long de l'année. C'est génial. Mais est-ce que vous allez vous trouver dans cette catégorie de personnes? Est-ce que vous allez consacrer du temps à faire des crackers? Il y a des recettes de crackers qui sont rapides, hein, c'est pas le problème. C'est pareil, un déshydrateur, ça reste allumé pendant très longtemps. Alors c'est pas un problème de consommation électrique, un déshydrateur, donc ça déshydrate pendant 10, 15, 20 heures, mais ça consomme très peu. Donc là, c'est pas vraiment un obstacle, je dirais. Mais par contre, il y a un obstacle, c'est le bruit. Alors, ils sont plus ou moins silencieux. Généralement, c'est pas très fort comme bruit, ça n'a rien à voir avec un blender, par exemple. Mais ça fait un ronron, un bruit quand même. Donc je sais que moi, il y a des gens qui sont dans des studios, ils peuvent pas avoir un déshydrateur parce que j'ai eu des exemples de gens qui ont investi dans un déshydrateur et qui n'étaient pas conscients que ça allait faire du bruit et du coup c'est très compliqué s'ils sont, surtout en ce moment où on télétravaille, où on est en confinement, ça fait du bruit un déshydrateur. Donc il faut avoir un endroit où le mettre où ça ne vous gênera pas. Moi j'ai une arrière-cuisine et je le fais tourner donc la nuit, donc ça ne gêne absolument personne. Mais il faut penser à ça. Et puis il faut penser au fait que quand vous déshydratez, ça dégage des odeurs, des parfums. C'est comme quand vous cuisez dans un four, hein, voilà, vous cuisez un gâteau, généralement ça sent. Mais là, avec un déshydrateur, hein, ces parfums vont durer puisque vous le faites pendant entre 10 et 20 heures la déshydratation. Donc vous allez embaumer votre maison. Même moi qui donc est une arrière-cuisine, ça sent dans tout l'appartement quand je fais des crackers, enfin quelque chose qui a de l'odeur. Il faut le savoir, ça peut gêner. Et donc toutes ces préparations prennent un petit peu de temps. Ça reste assez rapide, surtout si vous avez donc des appareils comme un blender ou un mixeur, enfin robot ménager. Effectivement, la préparation en elle-même est relativement
rapide. Mais c'est quand même du temps que vous allez passer à faire cette cuisine. Si vous êtes quelqu'un qui habituellement n'aime pas du tout cuisiner et n'aime pas passer du temps en cuisine, ben, ça ne vaut peut-être pas la peine. Donc voilà grosso modo ce que je peux vous dire sur le matériel à avoir. Donc avant de faire un investissement, réfléchissez bien à votre manière de vous alimenter avant de passer à l'alimentation vivante déjà. Même si vous avez décidé de changer complètement, vous avez un mode de fonctionnement qui influencera de toute façon votre façon de manger, même si c'est une alimentation crue. Et des besoins aussi qui vont influencer vos besoins en termes de matériel. Donc il vaut mieux y aller progressivement en découvrant cette alimentation crue. Bien sûr, je sais, il y a plein de vidéos de recettes qui ont l'air super bonnes et qu'on a envie d'essayer, de tester et tout ça. Si vous avez le budget, que ça vous gêne pas d'investir, quitte à revendre après votre matériel, allez-y, hein. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir toutes ces informations parce que c'est vraiment quelque chose qu'on m'a très souvent demandé ou qu'on m'a demandé mais trop tard. Quand les gens avaient déjà acheté leur matériel, ils s'étaient rendu compte qu'effectivement ils ne s'étaient pas posé les bonnes questions. Ils n'avaient pas envisagé la chose sous le bon angle. Voilà. Premièrement, commencez déjà avec ce que vous avez ou investissez dans une bonne essoreuse à salade, des bons couteaux, une râpe, un robot ménager. Certaines personnes me demandent aussi si on peut faire des choses avec le Thermomix. Alors évidemment, si vous avez un Thermomix, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Alors je ne connais pas les Thermomix dernière génération. Moi, j'ai commencé avec le premier Thermomix première génération. Et j'avais commencé à faire, mais bien sûr, des pâtés. Alors ça va très très bien pour des pâtés crus. Et des smoothies verts. J'étais motivée parce que la texture n'était pas super veloutée. Et donc, mais j'ai commencé avec le Thermomix avant d'investir dans un blender pour voir si vraiment c'était quelque chose qui me convenait. Et puis, après, donc j'ai eu l'occasion d'essayer aussi des smoothies verts avec un blender. Évidemment, la texture était bien plus agréable, donc j'ai relativement vite investi dans un premier blender qui correspondait à ce que je pouvais m'offrir à ce moment-là. Donc ça devait être dans les 200 et quelques euros, je pense. Forcément, c'était plus agréable et plus rapide aussi. On gagne du temps, bien sûr, avec ces appareils. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai été de plus en plus dans les blenders performants, mais je me suis surtout, moi, focalisée sur les blenders. Et après, j'ai investi... Alors, j'ai eu donc des déshydrateurs après. Ça a été mon deuxième achat avant l'extracteur de jus. Parce que voilà, je savais très bien que les jus, j'en ferais pas tous les jours. Ça me reviendrait trop cher en matériel et en temps. J'avais pas du tout envie de passer autant de temps que ça tous les jours. Donc le déshydrateur, que finalement j'utilise moins que ce que j'avais prévu, mais je suis contente de l'avoir puisque je m'en sers quand même de temps en temps. C'est pareil pour le déshydrateur. Réfléchissez à la contenance parce qu'il existe des petits déshydrateurs, des grands déshydrateurs. Réfléchissez à ce que vous allez en faire. Si vous avez un jardin, je vous conseille d'avoir un grand déshydrateur tout de suite parce que vous allez vouloir donc déshydrater des tomates par exemple, des fruits, des prunes, moi j'adore faire ça. Le déshydrateur il est très très vite rempli et la déshydratation ça fait diminuer beaucoup les produits, donc au final vous avez l'impression d'en avoir pas tant que ça. Donc prenez un grand déshydrateur. Maintenant si votre déshydrateur vous êtes tout seul par exemple et que vous n'allez faire que des crackers, ça vaut pas le coup forcément d'avoir un grand déshydrateur parce que ce sont des produits qui se gardent pas tant que ça, sauf si vous les mettez au congélateur ou que vous avez un appareil sous vide. Alors ça, c'est un dernier appareil qui peut être intéressant. Moi, j'ai jamais investi dans un appareil sous vide. Ma maman avait investi dans un appareil sous vide, mais elle cuisinait, elle passait énormément de temps dans sa cuisine. Elle adorait faire ça. Moi, j'aime bien cuisiner, mais voilà, on n'avait pas la même vie. J'avais des enfants, enfin j'ai toujours des enfants. Elle avait plus d'enfants à charge. Voilà, et elle a toujours été beaucoup plus passionnée par la cuisine que moi. Moi, j'aime cuisiner et je suis très gourmande, mais je ne me vois pas y passer des heures. Elle a toujours passé beaucoup de temps à faire des choses extrêmement élaborées. Voilà, c'était sa passion de faire même avant l'alimentation vivante, de faire des choses absolument époustouflantes parfois. Moi, c'est pas du tout mon truc. J'adore les manger, mais j'aime pas y passer des heures et des heures. Voilà, donc ça, c'est à prendre en considération. Et donc, du coup, elle avait investi dans
un appareil sous vide qui est effectivement très pratique. Bon, ça c'est pas très cher comme appareil, vous en trouvez des fois, sans vouloir faire de la pub, mais je sais qu'on en voit des fois chez Lidl, voilà, pour pas très cher. Et ça vous permet, par exemple, de faire beaucoup de crackers d'un coup, ou beaucoup de... je vois le sarrasin germé déshydraté, c'est génial. Alors moi j'en fais toujours par grosse quantité pour pas y revenir sans arrêt. Et pour le conserver de manière optimale très longtemps, eh bien c'est vrai que l'appareil sous vide est intéressant. Mais voilà, réfléchissez bien, est-ce que vraiment vous en avez l'utilité? Est-ce que vous allez faire des grosses quantités? Parce que l'appareil sous vide, c'est ça, c'est vraiment pour des grosses quantités. Si vous faites des crackers toutes les semaines, parce que vous savez que vous allez les manger dans la semaine, bah, c'est pas la peine d'investir dans un appareil sous vide. Vous les mettez dans un bocal bien fermé et puis vous allez les manger au cours de la semaine. Ils se gardent largement plus d'une semaine. Hein. Donc l'appareil sous vide là n'a pas d'intérêt. C'est pareil pour le sarrasin germé par exemple, les graines germées, tout ça vous pouvez les garder quand même un certain temps dans des contenants bien fermés. Donc ça dépend si vous voulez vraiment faire des très grosses quantités qui vont vous durer très longtemps ou pas, sachant que vous pouvez les conserver au congélateur par exemple. Il y a d'autres techniques, ça c'est pareil, j'en parle en détail sur Rollistic Club. Voilà, le site il est vraiment fait pour l'alimentation vivante au quotidien, pour découvrir ça à votre rythme et éviter de faire des erreurs. Et puis y aller progressivement aussi loin que vous avez envie d'aller, parce qu'on n'est pas obligé non plus de manger 100% cru. Mais c'est bien d'avoir les bonnes informations et c'est le but de ce site. Donc voilà pour le matériel qui n'est donc pas du tout indispensable. Mais si vous investissez, c'est important de se poser les bonnes questions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair et à faire les bons choix. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.